Bonjour, bonjour à tous, bonjour Hervé. Encore merci d'être là. Après une semaine qui a été chargée, je parle de la petite chaîne, puisqu'on a eu plusieurs intervenants sur la marche du monde. Eh bien, nous allons revenir aujourd'hui à nos affaires militaires avec notre spécialiste. On va bien évidemment parler du Moyen-Orient, on va parler de l'Ukraine, de l'Europe centrale. Je note une petite chose, c'est que après des moments, mais c'est toujours comme ça, il y a toujours un petit cycle, des moments de flottement. La défaite de l'Ukraine se profilant, on commence sur les médias, dans notre système médiatique, à laisser entendre que c'est difficile, que peut-être il va falloir, puis hop, après on se reprend. Et là, de nouveau, on a Trinquant qui nous dit que Poutine a perdu. On a comment est-ce qu'il s'appelle? Celui-là, Ansel, qui nous dit que Poutine, ça y est, demain matin, va attaquer les pays baltes et qu'il faut vraiment s'armer, se réarmer. On a Bauer, je crois que c'est un Norvégien, je ne sais plus. Si, je crois, enfin, peu importe, qui est un amiral qui nous dit que il faut se préparer à la guerre, il faut mobiliser les troupes, il faut s'équiper, etc., etc. Tout d'un coup, il y a une espèce de reprise, de remise en perspective d'une guerre prolongée. Voilà, prolongée, voire victorieuse pour l'OTAN, ce qui, pour l'instant, ne semble pas en prendre le chemin. Bien, Hervé, je te passe la parole. Ouais, donc bonjour à tous. Bon, je voudrais revenir sur le fait que tu m'es qualifié de spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste, j'ai des connaissances qui permettent d'essayer de comprendre ce qui se passe. Tu es Après, notre spécialiste, ça ouais, c'est notre déjà spécialiste, suffisant, c'est tu même diras. prestigieux, c'est même Oui, oui, prestigieux. oui. Ensuite, on va suivre les trois parties habituelles. D'abord le conflit en Palestine, ensuite le conflit en Ukraine, et on terminera par la dernière partie sur l'information et la désinformation. Sur la partie en Palestine, je demanderai a priori de faire un petit point de situation sur la plainte déposée par l'Afrique du Sud pour savoir où on en est et combien de temps ça peut prendre également pour déboucher et quelles pourraient être les conséquences éventuelles, même si je pense qu'il n'y en aura pas concrètement de nombreuses, mais je peux me tromper. Ensuite, sur le conflit en Ukraine, on fera des petites focales sur l'évolution du positionnement des grands pays européens. Quand je parle des grands pays européens, je parle de l'Allemagne, je parle de la France, mais également de la Grande-Bretagne, même si depuis très longtemps, ce dernier est considéré comme le 51e État de l'impérium américain. Et on terminera par, comme je l'ai dit, par une analyse de ce que l'on trouve dans les médias, aussi bien en termes d'information que de désinformation, et en vous proposant quelques vidéos ou comptes Twitter, X, pardon, à suivre. Donc, je Alors, vais... à ce sujet de l'information et de la désinformation, je pense qu'on reviendra plus en détail sur deux ouvrages qui viennent d'être publiés, qui sont des ouvrages relativement importants. Il y a celui d'Emmanuel Todd, qui dit un certain nombre de vérités et qui dit d'autres choses qui sont du Todd chimiquement pur, mais qui sont très intéressants parce qu'il a quand même une légitimité et une autorité dans le champ médiatique classique. Et puis le dernier ouvrage de Jacques Beau sur l'art russe de la guerre, c'est-à-dire en fait l'art opératif, et comment la Russie s'en est servie à l'occasion de ce conflit. Mais là, ce sera focalisé sur ces deux ouvrages. Je suis en train de lire les deux en parallèle. Je crois que tu as celui de Todd également, mon cher Hervé. Et donc, voilà, ça, ce sera pour après. En attendant, je rappelle aussi deux petites choses, parce que sinon, après, je vais oublier. Ceux qui veulent les documents d'Hervé me le demandent grâce à l'adresse email qui est en description. Et je voulais dire deux choses, je ne me rappelle plus que d'une. Ah oui, si, abonnez-vous au compte Twitter X d'Hervé parce qu'entre chacune des émissions, il y a tout un tas d'informations au quotidien qui sont précieuses. Voilà, je te repasse la parole. Donc, on va commencer par ce point de situation sur le dépôt de plainte à la Cour internationale de justice contre Israël.
à l'occasion de la guerre sur la bande de Gaza. Je te laisse parler, Régis. Alors, ça va être relativement rapide, mais il y a quelques astuces juridiques assez importantes. Je vous rappelle que la procédure, c'est devant la Cour internationale de justice et non pas la Cour pénale internationale. Il y a souvent des confusions dans les articles, dans les posts Twitter, Facebook et compagnie sur les réseaux. Non, non, il s'agit bien de deux juridictions différentes, la CIJ et l'organe juridictionnel de l'ONU. Bien. L'Afrique du Sud a saisi la CIJ d'un contentieux contre Israël pour violation des conventions internationales signées par Israël et par l'Afrique du Sud de 1948 sur le crime de génocide. L'Afrique du Sud dit Israël commet un génocide, donc on forme un recours, une procédure contre elle pour que ce génocide soit déclaré et que soient prises les sanctions qui permettent enfin, qui sont la conséquence de cette violation des conventions de 1948, et au préalable a demandé qu'il y ait, en constatant dans l'urgence l'existence de génocide, qu'il y ait une injonction qui soit lancée à l'État d'Israël pour que celui-ci cesse son intervention sur Gaza, que l'Afrique du Sud qualifie de génocide. Alors ça veut dire qu'il faut que, pour pouvoir prendre cette injonction, dont la portée normative, la portée obligatoire serait très discutée et discutable, on verra bien. Il faut d'abord, pour pouvoir prendre cette injonction, que la CIJ qualifie ce qui se passe à Gaza de génocide au sens du droit international. Et la défense d'Israël, assez astucieusement, est venu sur le terrain de la procédure. Souvent, d'ailleurs, on n'aime pas hein, les vices de procédure, c'est-à-dire que plutôt que de statuer sur le fond, enfin Israël s'est défendu sur le fond, mais plutôt que de statuer sur le fond, elle demande à la CIJ de constater que la procédure lancée par l'Afrique du Sud est irrecevable. Elle est irrecevable parce qu'elle aurait dû être précédée par une demande directe faite par l'Afrique du Sud à Israël. C'est-à-dire qu'il y aurait dû y avoir une procédure entre l'Afrique du Sud et Israël, l'Afrique du Sud demandant à Israël de cesser, demandant directement à Israël de cesser ce génocide. Et ce qui serait soumis à la CIJ, ce serait le refus d'Israël de cesser ce génocide. Voilà, ce serait... Alors bon, c'est ce que prétend Israël. C'est très discutable au plan juridique, mais ça pourrait constituer cette juridiction qui est internationale, présidée par une américaine, il ne faut pas l'oublier, ce serait peut-être une façon de botter en touche et de ne pas statuer sur une question extraordinairement sensible où effectivement la communauté internationale est divisée, enfin elle est divisée. Hein. Les États-Unis et quelques autres soutiennent Israël. Les pays occidentaux, enfin ceux de l'Union européenne, sont extrêmement prudents, mais ne soutiennent pas comme le fait les États-Unis. Mais c'est une question extrêmement délicate. Donc on peut imaginer que peut-être la CIJ trouverait le moyen de botter en touche. Pour ceux qui connaissent un peu le droit public français, ben, je vais prendre un exemple de ce type de procédure, c'est-à-dire que lorsque vous faites un recours ce qu'on appelle de plein contentieux contre l'État, contre la sphère publique française, que vous lui demandez de vous payer des dommages à intérêt, par exemple, parce qu'elle a commis une faute, vous devez, avant de saisir le juge, demander directement à l'État ou aux collectivités locales, vous devez leur demander directement de bien vouloir vous payer. Et s'ils ne le font pas, c'est le refus que vous allez soumettre devant la juridiction administrative. Voilà. Bon, on en est là pour l'instant. C'est une procédure d'urgence qui a été demandée avec cette demande d'injonction. Hein. C'est comme un référé. Je continue les parallèles avec la procédure française. C'est un référé. Sur le fond, la décision définitive qualifiant de ce qui se passe et ce qui s'est passé à Gaza est un génocide, ça va prendre énormément de temps. Mais en attendant, cette procédure étant longue, on le sait, on demande ce qu'on appelle une procédure d'urgence, une mesure d'urgence, un peu comme serait un référé. Sachant que le référé, c'est la décision de l'évidence, c'est-à-dire que on considérerait que le génocide n'est pas discutable, il est réel, il existe, et par conséquent, on peut prendre, même sans qu'il soit jugé
au fond et que soient tranchées ses conséquences, on décide qu'il faut le faire cesser dès maintenant. Mesure provisoire, mesure conservatoire. Voilà, j'ai terminé sur ces explications Très juridiques, bien. hein, mais qui sont complexes et je crains que si jamais la CIJ dit voilà, la procédure de l'Afrique du Sud n'est pas recevable parce qu'elle n'a pas fait une demande préalable à Israël, ça soulèverait un tollé et ce serait très très mal compris parce que, bon, effectivement, ce sont des questions compliquées. Cela étant, le droit, c'est le droit. Comme disait un de mes maîtres, hein, Rudolf von Gering, qui était un philosophe du droit de la fin du 19e siècle, adversaire acharné de l'arbitraire, la forme est la sœur jumelle de la liberté. Cela étant, mon opinion à moi, si j'étais juge, c'est que l'évidence du génocide est établie. Très bien. Je te remercie pour cet éclairage. Donc, pour en revenir au positionnement du gouvernement israélien actuel, bon, il est clair que de plus en plus, les objectifs qui n'étaient pas ouvertement déclarés commencent à poindre derrière l'opération militaire sur Gaza, et notamment les dernières déclarations du Premier ministre israélien. À l'avenir, l'État d'Israël doit contrôler toute la région du fleuve à la mer. Donc, on est vraiment sur cette problématique de la mer jusqu'au Jourdain, qui est l'objectif stratégique de la droite, extrême droite israélienne, mais également de la droite du Likoud israélien, et que l'on voit très bien que la solution à deux États est de plus en plus complètement irréaliste. Parallèlement, aux États-Unis, il est clair que les démocrates commencent à être mis en difficulté par leur propre électorat sur leur positionnement dans le conflit de Gaza, notamment avec le soutien inconditionnel au gouvernement israélien actuel, étant donné que historiquement, l'électorat démocrate, c'est plutôt un électorat intellectuel qui est au fait des affaires du monde et qui a plutôt tendance à défendre les opprimés. On l'a bien vu en interne des États-Unis lorsqu'il y a eu l'opération Black Lives Matter. Et là, on serait à peu près, en plus, à peu près sur 24 000 morts dans la bande de Gaza, sans compter les disparus et les blessés qui sont évalués à environ entre 40 ou 50 000. Alors maintenant, si on s'intéresse aux conséquences régionales de ce conflit, on en parle depuis plusieurs mois, c'est que la régionalisation du conflit ne semblait pas être à la faveur de certains des belligérants, mais il se pourrait que la plupart des belligérants y voient un intérêt, que ce soit aussi bien le Hamas que le gouvernement israélien actuel, et peut-être même voir les États-Unis, comme l'a analysé dernièrement Eric Denessé dans l'une de ses vidéos, avec Patrick Verreg. J'ai oublié, Eric Verreg, c'est, tu sais, Éric Verhaeghe, voilà, Verrag, comme Eric ça se Verrag prononce. sur, Il y a des A et des E et des H voilà, partout. c'est toujours Éric difficile. Verhaeghe. Voilà, donc dans le courrier des stratèges. Donc je vous conseille de regarder également cette vidéo sur YouTube qui est assez intéressante, avec toujours des analyses très, très, très factuelles et puis de haute volée d'Éric Denessé. Donc pour en revenir au risque des régionalisations du conflit, eh bien, l'Iran a riposté aux attaques sur le territoire yéménite des forces aéronavales américaines et des forces aériennes britanniques, avec le lancement de plusieurs frappes, aussi bien en Irak que sur d'autres territoires qui se trouvaient notamment au Kurdistan syrien. Donc, ce que l'on peut voir au travers de ces capacités de frappe, c'est que très clairement, l'Iran aurait la capacité à frapper directement le territoire d'Israël, ce qui, d'une certaine manière, est une menace voilée, bien sûr, vis-à-vis d'Israël, et également une menace ou une intimidation à l'attention des États-Unis, en leur signifiant que l'escalade est possible dans la zone moyen-orientale et proche-orientale. Alors, à Oui, ce oui. sujet, je voudrais rajouter quelque chose concernant l'Iran. Il y a deux choses que j'ai trouvées intéressantes et significatives, des petites choses. Parfois, le diable est dans les détails. Le premier, ce n'est pas un détail, c'est-à-dire qu'il y a une délégation importante de l'Iran qui s'est rendue à Moscou et ils ont signé, ou ils sont en train de signer, un traité d'assistance stratégique. Stratégique, le terme a été utilisé, c'est assez considérable.
C'est assez considérable, sachant que l'Iran et la Russie ont des rapports assez étroits. Et là, ils décident que leur coopération, elle sera sur le terrain militaire, mais également sur le terrain stratégique. Donc, tout affrontement entre, d'un côté, Israël et les États-Unis et l'Iran impliquerait la Russie. La deuxième observation, ça c'est déjà plus un détail, j'ai vu ça ce matin dans le Global Times, le journal chinois, euh, très proche, semble-t-il, du gouvernement chinois, après qu'il y ait eu une frappe, euh, riposte au terrorisme dont il a été frappé, une frappe de l'Iran sur le Pakistan, sur une base, paraît-il, groupements terroristes pakistanais. Les Le Chinois ont dit, séparatiste. attendez, qui ont également un rapport assez fort avec l'Iran, mais cette fois-ci pour des raisons économiques et commerciales. Les Chinois disent, attendez, attendez, on va vous arranger ça, hein, on va intervenir, on va entre le Pakistan et l'Iran et on va rétablir le calme entre ces deux pays. Je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie, y compris dans la frappe iranienne sur le Pakistan. Hein, il y a un peu de comédie internationale calculée, et de même que l'intervention de la Chine procède un petit peu de cette hypocrisie diplomatique. Tout ça montre bien que le triangle Russie, Iran, Chine, chacun sur des bases différentes. Pardon. Tout ça est quelque chose de très important dans le fonctionnement de l'ordre international aujourd'hui. Bien sûr, et concernant la légalité de ce qui se passe actuellement en mer Rouge, et notamment dans le détroit de Bab el-Mandeb, et puis même au large du golfe d'Aden, il faut bien comprendre que, bien sûr, les attaques des Houthis ont été condamnées par le Conseil de sécurité de l'ONU en demandant l'arrêt immédiat, mais parallèlement, les frappes qui ont été conduites par les États-Unis et par la Grande-Bretagne sur le territoire yéménite ne sont pas légales, elles sont illégales et ne correspondent pas du tout à ce qu'on appelle une légitime défense internationale, puisque la légitime défense internationale, comme dans le droit classique, hein, le droit pénal classique, elle doit être immédiate et proportionnée. Et illégal, probablement, au regard du droit constitutionnel américain. C'est-à-dire que le Congrès n'a pas été consulté au préalable, donc ça fait beaucoup d'illégalité. Et tout ça montre bien quand même un singulier désordre dans la situation américaine aujourd'hui. Alors pour en venir à ce groupe yéménite particulier, qui sont les Houthis, qui sont en fait un groupe que certains considéraient comme extrémiste, mais en tout cas idéologique, hein, Ansar Allah, c'est un groupe qui représente environ 200 000 combattants, donc c'est un groupe assez nombreux sur le plan de ses capacités militaires, même si ce sont des capacités pour la plupart asymétriques, et bien qu'ils aient les capacités, bien sûr, à attaquer les navires en mer Rouge grâce à l'appui technique et logistique de l'Iran, c'est quand même un groupe assez nombreux. Ce sera très difficile, je pense, de leur faire entendre raison, dans la mesure où, bien sûr, les attaques de navires se sont poursuivies en mer Rouge, hein, et qu'il y a eu deux navires qui ont été attaqués. Navires civils hein, de transport qui ont été attaqués la semaine passée. Donc on voit que par rapport aux hypothèses que l'on avait formulées la semaine dernière, on voit que l'hypothèse qui commence à poindre, c'est bien l'inefficacité des frappes qui ont été réalisées, qui en fait, n'amenuisent pas du tout les capacités militaires des Houthis vis-à-vis des bateaux qui trafiquent en mer Rouge. Alors les conséquences sur le trafic en mer Rouge sont quand même commencent à être drastiques, hein. Il y a 70% du trafic qui a déjà chuté en mer Rouge, ce qui veut dire c'est que les navires qui ne passent plus par la mer Rouge vont faire le tour de l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, avec bien sûr un accroissement du coût des transports, hein, notamment pour les marchandises qui sont livrées en Europe. Et donc, cela va participer à l'inflation qui est vécue par les sociétés européennes depuis le début de la guerre en Ukraine, et notamment à la faveur des sanctions. Alors, que dire sur les capacités militaires des Houthis? Bien sûr, comme je viens de le rappeler, ils ont continué à frapper et à exercer leurs menaces sur le trafic en mer Rouge. Alors, bien sûr, sur des bateaux qu'ils disent comme étant identifiés et en ayant des relations en termes d'armement ou alors commerciales avec un port israélien, le port d'Eilat en l'occurrence, mais ils ont des capacités de frappe qui sont de divers ordres, notamment des missiles balistiques, des missiles terre-mer ou mer-mer, c'est-à-dire de type Exocet, comme celui qui est en photo là, qui est un missile chinois dérivé de l'Exocet.
Et comment arrivent ces moyens sur le sol yéménite? Eh bien, soit par pont aérien arrivant de l'Iran, donc d'où la raison pour laquelle les Britanniques et les Américains ont bombardé les pistes qui existent sur le sol yéménite, les pistes permettant d'accueillir des gros porteurs, mais surtout par la contrebande en mer Rouge. Et on peut arriver à se poser la question dans quelle mesure une action de blocus serait plus efficace sur ses capacités de frappe yéménite que des frappes un petit peu, on va dire, inefficaces, car le nombre de cibles à traiter est trop important et trop difficile peut-être à atteindre dans un environnement qui est très très montagneux comme celui du Yémen et qui se rapproche en fait de la géographie de l'Afghanistan. C'est une question qui mériterait d'être posée par les stratèges américains et européens. Alors, pour en revenir au territoire israélien et à la guerre qui est conduite essentiellement sur la bande de Gaza, même s'il y a des affrontements à la frontière libanaise et également en Cisjordanie, mais la Cisjordanie semble être un théâtre intérieur qui semble pas du moins pas en train de monter en puissance, mais d'être plus ou moins avec un niveau de violence qui reste maîtrisé par les forces de sécurité israéliennes. En tous les cas, pour revenir à la bande de Gaza, comme on l'a dit depuis plusieurs semaines, maintenant que les forces du Hamas et des groupes affiliés commencent à être coincés entre Khan Younes et puis la frontière égyptienne, eh bien les combats se durcissent puisque les tactiques qu'ils utilisaient au préalable, qui étaient des tactiques d'embuscade avec une certaine fluidité, eh bien maintenant, étant acculés, ils sont obligés de tenir les positions et donc forcément les combats se durcissent. Et c'est ce qu'a souligné le chef d'état-major des armées israéliennes, disant que le rendement de leur opération, qui avait été plutôt un rendement on va le dire très honnêtement, sur le plan technique, plutôt rapide et avec une bonne efficience entre les objectifs qui s'étaient fixés et les objectifs qu'ils avaient atteints, commence à perdre très nettement de son efficience et de son efficacité. Ce qui fait qu'on en arrive à faire un bilan de cette opération de Tsahal sur la bande de Gaza, enfin la bande de Gaza au sens large, mais tout ce qui touche à cette guerre en Palestine qui s'est déclenchée le 7 octobre et qui a vraiment débuté sur le plan d'un combat de haute intensité terrestre le 27 octobre sur le sol de Gaza. Alors ces données, je les ai tirées du site Veille stratégique de Sylvain Ferreira qui avait fait une synthèse. Hein, donc d'ailleurs, le site qui est repris maintenant par une chaîne YouTube avec sa deuxième vidéo qui est parue cette semaine et que je conseille à nos auditeurs également d'aller regarder. Alors, concernant les frappes israéliennes, les frappes israéliennes auraient touché 30 000 cibles sur Gaza, dont 22 000 au 10 décembre. Alors, elles auraient également touché 750 cibles qui concerne très probablement le théâtre syrien, parce qu'il ne faut pas oublier que Israël se permet d'aller frapper la Syrie et même le Liban en violant l'espace et l'intégrité, l'espace aérien et l'intégrité de ces États. Actuellement, les forces de défense israéliennes annoncent avoir tué environ 9 000 terroristes, ce qui correspond euh, en fait, globalement, à l'amenuisement de 50, enfin, on va dire, ils avaient parlé de brigades, donc plutôt de 2 brigades de terroristes du Hamas. Et puis, actuellement, ce que l'on peut constater, c'est que même si les terroristes du Hamas avaient réussi et les groupes affiliés à lancer environ 9000 roquettes sur Israël, ces tirs de roquettes continuent encore, hein, évidemment de manière plus sporadique et moins fournie qu'au départ de la crise, mais les capacités de frappe de ces groupes sur le territoire israélien ne sont plus avérées. Alors, concernant le bilan en mort de Tsahal, il serait officiellement de 522 soldats tués depuis le début de la guerre, dont 188 depuis le début des opérations terrestres le 27 octobre. 2536 soldats de Tsahal auraient été blessés, dont 388 grièvement. C'est-à-dire grièvement, c'est certainement des soldats qui ne pourront plus reprendre le service au sein de Tsahal. Et il y aurait plus de 400 soldats qui seraient toujours hospitalisés. Donc un conflit qui est en train de se durcir. Alors, Concernant les... excuse-moi, Hervé, sur Oui, ces chiffres, il y a beaucoup, beaucoup de discussions, hein. Il y a des articles oui, Haaretz en particulier, parce que ouais, moi, 2600 ouais, blessés pour, je ne sais plus, pour ouais.
Combien de tués? 188 tués. Bon, je veux dire, c'est pas là déjà, c'est pas sérieux. Alors, ils disent 400 sont toujours hospitalisés. Si le fameux ratio de 1 à 3 nous amènerait, si on retenait celui de 188, ce n'est pas ce que Ouais, dit une bonne partie de la presse ouais, israélienne. ouais, Il y a une chose, c'est la question du matériel. Moi, j'ai vu beaucoup de vidéos et beaucoup de films qui montrent une quantité impressionnante de matériel détruit. Bon, euh, ouais. Bon, moi je suis un petit peu sceptique quand même parce que le différentiel de puissance de feu entre Tzal et de moyens, entre Tzal et puis quand même les groupes auxquels la force israélienne s'affronte, avec lesquels la force israélienne s'affronte, est quand même très très important. On est face à une armée quand même qui est la plus puissante du Moyen-Orient, face à une guérilla urbaine. Donc moi je serais plutôt euh, je pense qu'il y a une forme de sincérité derrière ces chiffres, au contraire. Mais par contre, il est clair que maintenant, le durcissement des combats va accroître les pertes israéliennes, hein, puisqu'on est face quand même à des combattants qui sont idéologisés, pardon, je vais finir par le dire, et notamment avec ce concept du martyr islamiste. Et je pense que les combats vont être de plus en plus durs et avec une vraie difficulté quand même. Maintenant, c'est l'imbrication entre les combattants israéliens, les combattants du Hamas et des groupes affiliés, et bien sûr cette malheureuse population qui se trouve maintenant de plus en plus imbriquée et acculée dans cette zone. Alors pour en revenir en fait au centre de gravité, eh bien on voit que côté israélien, il y a un centre de gravité qui commence quand même, à mon avis, à être sérieusement fragilisé avec la durée de la guerre. C'est celui de l'économie du pays, même si l'État d'Israël est un pays qui a des finances et de la trésorerie comme l'État russe. Hein. Ce sont des pays qui sont riches, qui n'ont pas de déficit et de dette. Ensuite, concernant le Hamas, la partie adverse, on voit que l'objectif de régionalisation du conflit pourrait devenir opérant. Hein. Euh, donc, derrière les objectifs que poursuivent les belligérants, on s'aperçoit que le Hamas, en fait, au bout de 3 mois de conflit, a plutôt certains de ces objectifs qui sont arrivés dans le vert, notamment la régionalisation du conflit, et peut-être une complicité, on va dire peut-être étrange, mais liée à la situation juridique du Premier ministre israélien, dont l'intérêt serait plutôt que le conflit se poursuive, parce que tant que le conflit continue, il est quand même relativement en sûreté sur le plan des ennuis judiciaires qu'il pourrait avoir à l'issue du conflit. Donc, cette régionalisation pourrait peut-être également avantager les États-Unis et notamment le gouvernement américain actuel. Et ça, c'est très, très bien expliqué par Eric Dénessé dans sa dernière vidéo, la dernière vidéo dont j'ai parlé en introduction. Concernant les Israéliens, eh bien, on peut considérer que certains objectifs qui paraissaient atteignables encore il y a 3 mois, notamment éradiquer le Hamas, c'est un objectif qui va devenir de plus en plus difficile sur le plan militaire et peut-être même sur le plan militaire par rapport à des zones qu'ils ont conquises, mais sur lesquelles on s'aperçoit que certains des combattants du Hamas ou des groupes affiliés étaient passés en clandestinité, puisqu'ils auraient certains problèmes de sécurisation des zones sur lesquelles ils ont avancé, notamment Gaza Nord et Gaza Centre. Donc on est vraiment sur une situation qui pourrait s'enliser, un enlisement de l'opération israélienne dans cette petite zone d'imbrication qui se trouve entre Khan Younes et puis la frontière égyptienne. Alors pour en revenir à la situation des fronts, bon, il est clair que les opérations deviennent de plus en plus difficiles, comme je l'ai dit, sur la bande de Gaza pour les forces israéliennes. Sur la Cisjordanie, il y a globalement une stabilisation ou on va dire une maîtrise de la violence qui est faite par les forces de sécurité israéliennes. Et sur la frontière libanaise, on continue avec les échanges de tirs sporadiques entre le Hezbollah et puis l'armée israélienne. Concernant la manœuvre israélienne, eh bien, elle se poursuit. Donc, la point d'effort actuel est bien sur Khan Younis, avec cette imbrication que j'ai déjà mentionnée. Concernant les parties qui ont été, entre guillemets, libérées ou conquises ou reconquises par l'armée israélienne, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un phénomène de clandestinité et de guérilla qui est en train de s'installer dans le dos, en fait, des troupes israéliennes. Mais c'était à la limite prévisible. Hein. On en avait parlé dès le départ. Hein, dans la stratégie du Hamas, c'était soit tenir des points d'appui avec
cette notion de perte de manœuvre parce qu'ils se seraient retrouvés acculés, et parallèlement, avec un repassage en clandestinité de certains des combattants, mettre en place une guérilla ou des opérations de harcèlement dans le dos des troupes israéliennes. Bien sûr, perdure toujours la problématique de la population palestinienne. Et donc, vous remarquerez que dans les médias, on en parle de moins en moins, alors que la situation devient certainement de plus en plus dramatique et que je pense que ce n'est pas, on va dire, tout à fait innocent que l'on ne parle plus du tout des Palestiniens, alors que cette situation devient de plus en plus inextricable et dramatique pour cette population. Concernant l'état du front, eh bien, le front maintenant se concentre essentiellement sur Canyonis. Et cette carte est assez intéressante, justement, puisque je l'ai tirée justement du site, de la vidéo du site YouTube de la chaîne Veille stratégique de Sylvain Ferreira. Et quand vous regardez les dates, hein, des clashs, c'est-à-dire des actions de combat entre les Israéliens et puis les Palestiniens, dont des groupes de combattants palestiniens, vous apercevez qu'il y a des combats sporadiques derrière les forces israéliennes, alors que ce sont des zones sur lesquelles les forces israéliennes avaient avancé. Donc, ça va être la vraie difficulté des forces israéliennes, après avoir, disons, neutralisé la plupart des forces combattantes du Hamas, ça va être le contrôle de cette zone avec des forces clandestines qui ne se gêneront certainement pas pour mener des actions de harcèlement. Le bilan très rapide de ce qui s'est passé depuis le début de cette guerre en Palestine, alors Palestine au sens large, hein, j'englobe Gaza bien sûr, mais la Cisjordanie et puis la frontière entre le Liban et Israël. Mais pour en revenir aux pertes sur la bande de Gaza, on serait à 24 000 morts civils, donc ce qui implique presque 50 000 blessés, et puis sans compter les disparus. Le Hamas serait à environ 9 000 morts, Tzal serait à 180 000 morts depuis le 27-10 et 522 morts depuis le 7-10. Voilà, donc j'en ai terminé pour la partie... Alors, attends, je voudrais faire Vas-y. une observation. J'aurais pu la faire au moment où on va parler de l'information et de la désinformation, mais on va faire une mention particulière du grand vainqueur de la déformation de la semaine. C'est Madame Caroline Fourest qui nous a dit, avec un aplomb invraisemblable, qui nous a dit que tous ces chiffres que tu viens de citer étaient 10 fois plus importants que la réalité, que c'était les chiffres du Hamas et que c'était pas possible de les accepter car il n'y a pas de journalistes qui travaillent sur la bande de Gaza. Ce que je trouve assez ignoble. Il faut dire les choses comme elles sont. Le terme ignoble est là pour ça, parce qu'il y a eu 110 journalistes qui ont été tués, dont certains ont été assassinés, c'est-à-dire qu'ils ont été ciblés. Il y a ce fameux journaliste d'Al Jazeera dont toute la famille a été massacrée, lui il est survivant, et donc le chiffre de 110 a été celui de Reporters sans frontières, qui est une ONG c'est lié aux États-Unis, on le sait. Donc, je trouve que cet aplomb, cette façon de présenter les choses, en sachant qu'Israël interdit aujourd'hui aux journalistes qui veulent passer par Rafah de rentrer dans la zone. Hein, c'est-à-dire qu'on empêche l'information, on tue les journalistes, parce que sans des journalistes, ça doit être 5 ou 6 fois plus que depuis 5 ans dans tous les pays du monde. Eh bien, Madame Fourest vous dit que ces chiffres-là, qui sont ceux du Hamas, sont surestimés à 10 fois, hein, c'est-à-dire qu'elle nie le massacre, elle nie ce que tous les véritables observateurs reconnaissent en disant mais il n'y a pas de journalistes sans rappeler que ceux-ci ont été tués ou interdits par Israël. Tu m'excuseras Non, de cette non, tu as raison. incise, mais c'est totalement dégueulasse. Non, non, mais cette journaliste qui avant avait plutôt des positions laïcardes, on va dire, qui étaient assez intéressantes, je parle de ça d'ici il y a 15 ans, hein, maintenant elle rejoint totalement le camp du parti présidentiel en participant directement à la feuille de chou franc-tireur, hein, voilà. Donc, de mémoire, le rédacteur en chef est l'excellent, celui qui a toujours son écharpe rouge, j'ai oublié son nom là. Voilà. Christophe Barbier.
Christophe Celui, Barnier, voilà. celui qui a dit que Gabriel Attal a porté un prénom biblique et qu'il Oui, était voilà. là pour protéger Dieu. Voilà. Non, mais je veux dire, bon, Donc, mais bon, c'est la France, ça, mon pauvre c'est un Hervé, c'est la naufrage, France. oui, c'est un naufrage journalistique, Caroline Fourest, je trouve. Bon, en tous les cas, pour changer de sujet, on va parler maintenant du conflit en Ukraine, entre l'Ukraine, la Russie, mais également les alliés occidentaux. Et ce que l'on peut remarquer, c'est le changement de narratif maintenant que, en fait, la guerre en Ukraine ne se passe pas selon les attentes des néoconservateurs, ou du moins telles qu'ils pouvaient l'espérer. Donc maintenant, il y a différentes déclarations qui paraissent un petit peu anachroniques ou alarmistes, ou parfois complètement ubuesque. La déclaration, c'est celle de Jens Stoltenberg, qui affirme que l'Alliance, enfin, qui déclare que l'Alliance doit faire face à l'évolution de la situation en Asie. Donc, en étant assez simple, il me semble que l'Alliance de l'Atlantique Nord, c'est bien l'Alliance de l'Atlantique Nord. Donc, on voit très bien derrière ce type de déclaration, l'intention, bien sûr, des États-Unis, c'est d'engager les alliés de l'OTAN sur le théâtre pacifique, et notamment face à la Chine. Donc, c'est toujours à étudier avec circonspection, mais n'oublions pas que l'OTAN s'est engagée quand même en Afghanistan, et j'ai du mal à voir quels étaient les intérêts européens en Afghanistan, hormis peut-être des tentatives terroristes vis-à-vis de l'Europe, mais jusqu'à preuve du contraire, les talibans n'avaient jamais frappé ou euh, oui, ils n'avaient jamais frappé. Alors bien sûr, il y a quelques attentats d'Al-Qaïda qui ont eu lieu en Europe, notamment l'attentat ou de groupes affiliés comme Charlie Hebdo. Mais est-ce que cela justifiait l'engagement des soldats européens dans une mission très très éloignée du théâtre européen et qui s'est terminée par une pantalonnade et une évacuation dramatique par les forces américaines? Cela pose question. Alors maintenant, pour Alors, en revenir... attends, Ouais, Hervé, ouais. Stoltenberg a raison. Il n'y a aucune base américaine en mer de, enfin, dans la zone de la mer de Chine, dans cette partie de l'Asie, il n'y a aucune base américaine dans le Pacifique. Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est la Chine qui a multiplié les bases en Europe. Elle a plein de bases, la Chine, en Europe, hein, Monsieur Stoltenberg. Donc, elle se rapproche de vous. Elle se rapproche de la Norvège. Hein, Ouais. il y a probablement une base cachée, d'ailleurs, chinoise en Norvège. Non, mais à ce niveau, tu disais ubuesque, celle-là en est une belle, quoi. C'est Mm. extraordinaire. Comment peut-on à ce point se moquer du monde? Oui, si on parle des bases chinoises, la base la plus proche de nous, c'est celle de Djibouti. Voilà. Absolument. Alors maintenant, on va s'intéresser quand même au changement de portage de la France, hein, qui pendant, on va dire, quelques mois, a quand même cherché à garder une position d'équilibriste et de désescalade vis-à-vis de ce qui se passait en Ukraine. Bon, position qui s'est très rapidement muée en alignement sur les positions atlantistes et notamment sur les positions des États-Unis, ce qui fait que la France est devenue complètement inaudible, bien sûr, sur le conflit ukrainien, mais également à l'international, puisque ce qu'aiment les partenaires ou les adversaires à l'international, c'est de la cohérence et de la lisibilité. Comment peut-on prôner la désescalade en mer Rouge, qui peut se comprendre, et ne pas participer, par exemple, aux frappes illégales des Américains et des Britanniques, ce qui peut se comprendre, hein, pour plein de raisons, hein, et après participer à l'escalade d'un conflit sur lequel on peut s'interroger sur l'issue, hein, qui pourrait être de plus en plus dramatique pour l'État ukrainien et surtout le peuple ukrainien. Alors, est-ce que c'est une volonté de se positionner euh, avant un retrait qui commence à s'annoncer des Américains dans une éventuelle coalition européenne incluant la Grande-Bretagne pour poursuivre l'aide à l'Ukraine? Pourquoi pas? Peut-être en ayant dans l'idée de se positionner sur le plan économique et stratégique dans une Ukraine post-guerre. Mais ce qui devient de plus en plus inquiétant, c'est que en tout cas, on n'a pas de lisibilité stratégique derrière les objectifs de ce positionnement. Autant euh, les options stratégiques US et américaines, pardon, dans ce conflit sont très lisibles, autant les options stratégiques des Russes sont très lisibles, autant les options stratégiques de ce pauvre peuple et État ukrainien sont également très lisibles, hein, dans la mesure où c'est la défense de leur territoire, autant les options stratégiques
purs des Européens sont totalement illisibles, si ce n'est s'aligner sur les intérêts stratégiques ukrainiens et les intérêts stratégiques des États-Unis, et alors encore plus nous, hein, la France, qui avons comme particularité d'avoir la seule force nucléaire stratégique complètement autonome, aussi bien sur le plan de ses technologies que de sa logistique et surtout de son emploi. La clé n'est pas comme celle de la Grande-Bretagne, la force nucléaire stratégique de Grande-Bretagne, dont la clé se trouve bien sûr aux États-Unis. Donc, c'est à la fois surprenant et puis on se demande quel est le positionnement derrière ces nouvelles déclarations, si ce n'est peut-être encore une nouvelle posture à l'international, comme on sait très bien le faire, à la politique de la godille. Donc, pour en revenir aux annonces du président Macron, donc on va faire une rallonge de missiles Scalp à l'intention de l'Ukraine. Alors ça a une cohérence pour les Ukrainiens, parce que dans la mesure où les Ukrainiens, sur le plan stratégique, le seul endroit où ils arrivent à toucher un centre de gravité russe, c'est la péninsule de Crimée et c'est gêner la flotte de la mer Noire. Et pour cela, ils ont besoin des moyens de frappe à longue distance occidentaux, notamment les missiles Scalp et Storm Shadow, et également du renseignement d'origine électronique fourni par les moyens aériens de l'OTAN. Donc, si vous voulez, il y a une cohérence derrière dans la mesure où, en cas de négociation, on pourrait éventuellement imaginer une négociation entre une garantie de sécurité de la Russie vis-à-vis de la Crimée et de ses intérêts en mer Noire contre une partie du territoire qu'ils ont conquis. Alors, je suis vraiment en pleine géopolitique fiction, hein. Moi, ce que je pense et ce qui risque d'arriver, c'est que toutes ces attaques qui partent en général de la région d'Odessa, que ce soit par drone naval ou par opération aérienne ou à proximité de la région d'Odessa, risquent de pousser les Russes, s'ils en ont les moyens, jusqu'à la conquête d'Odessa. Et là, ça serait vraiment dramatique pour l'État ukrainien post-guerre. Alors, ces moyens, évidemment, sont des moyens, comme je dis, SCAP et Storm Shadow, qui posent des problèmes aux Russes, hein, mais ce sont des moyens toujours qui sont limités par le nombre, hein, et également par le nombre de vecteurs ukrainiens qui sont capables de les porter. Ensuite, il y a une deuxième annonce qui concerne des bombes guidées du type de celles que les Russes utilisent, alors, sachant que les Américains ont déjà fourni des bombes de ce type-là, reste la question des vecteurs, hein, puisque si on vous fournit des bombes et que derrière vous avez très peu de vecteurs pour les utiliser, et très honnêtement, sans être un spécialiste de la guerre aérienne, une bombe guidée, ça n'a d'intérêt que lorsque vous la larguez de très très haut, en fait, hein, une bombe planante, pardon, et guidée. Vous la larguez de très très haut. Plus vous la larguez de basse altitude, moins la portée va être importante, voire ça va être quasiment impossible de l'utiliser. De plus, ces bombes-là sont des bombes à guidage laser, pardon, guidage GPS, et le GPS, c'est justement un des éléments que la guerre électronique russe arrive à, à brouiller de manière assez, on va dire, efficace depuis environ un an. Donc, la première question derrière ces matériels-là, quels sont les vecteurs qui vont être capables de décoller et de monter à une altitude suffisante pour pouvoir les larguer? Et deuxièmement, est-ce que ces bombes ne seront pas brouillées par les moyens de guerre électronique russes? Ensuite, pour en revenir aux déclarations de notre ministre de la Défense, c'est la fameuse coalition artillerie, hein, avec cette annonce concernant des Césars qui seraient fournis à l'Ukraine pour compléter son parc de 49 Césars qui ont été fournis à l'Ukraine, sachant que sur les 49 Césars, il y a, je ne me rappelle plus du nombre, je crois qu'il y en avait 28 ou 18 qui venaient des réserves propres de l'armée de terre française, et également la problématique des obus de 155 mm qui devraient passer de 2000 obus de 155 mm par mois à 2000 munitions par mois, et peut-être, à partir de fin janvier, peut-être passer à 3000 obus de 155 mm par mois. Donc, 3000 obus de 155 mm par mois, c'est les dernières statistiques ukrainiennes, vu qu'ils sont en pénurie de munitions, ils disent qu'ils tirent environ sur tout le front, globalement, 2000 obus par jour. Donc, 3000 obus par mois, c'est un jour et demi de feu du front ukrainien pour l'artillerie ukrainienne. Bon, sachant que les Ukrainiens ont encore des pièces, un certain nombre de pièces d'origine soviétique, donc il y a également et toujours cette problématique des obus de 122 et de 152 mm. Et ensuite, bien sûr, il y avait une annonce concernant les missiles Aster 15 et Aster 30
qui font partie des systèmes solaires Mamba qui ont été également fournis aux Ukrainiens. Alors concernant cette coalition artillerie avec cet objectif de fournir en 2024 78 Césars, eh bien, sur ces 78 Césars, pardon, il y aurait 6 qui seraient déjà achetés par les Ukrainiens. On se demande avec quel argent, dans la mesure où l'État ukrainien est complètement failli et qu'ils ont besoin, ne serait-ce que de mémoire, entre 30 et 40 milliards pour ne serait-ce qu'assurer le fonctionnement de l'État cette année. Ensuite, donc, ça va être acheté avec l'argent des Européens. Ensuite, ça serait la France achèterait 12 Césars pour les donner à l'Ukraine et le reste, c'est bien sûr à votre bon cœur, amis européens. Donc, vous imaginez bien que les Tchèques qui produisent des systèmes d'artillerie et qui le vendent à l'Ukraine et les Allemands qui produisent des systèmes d'artillerie qui vendent à l'Ukraine ou même les Suédois d'ailleurs vont certainement abonder dans cette cagnotte pour faire fonctionner l'industrie, le complexe militaro-industriel français. On est vraiment dans le monde de oui-oui. Bah oui, non, mais là, on se Non, non, demande mais je sais à qui bien, on a je affaire. sais bien. Mais alors, je profite de l'occasion. Quel est l'objectif? Parce que bon, il y a beaucoup de déclarations, on voit les relais, le ministre, on a, comment est-ce qu'il s'appelle, Séjourné qui est parti bafouiller à Kiev tout de suite, le premier jour de sa nomination. Euh, et voilà, on s'affiche, on dit, on va les aider. Alors, de façon très contradictoire, hein. D'une part, où on a Trinquant qui dit ils ont perdu, et de l'autre côté, on a ah, ils vont attaquer sans pointer la contradiction, ils vont attaquer les pays baltes et la Pologne, bien sûr. Donc, quel est l'objectif de cette gesticulation, de cet enfumage? Parce que ce que tu viens de décrire, c'est un enfumage. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Je parle Je des pense pas, Européens, hein. je pense pas qu'il y ait un enfumage. Je pense qu'ils sont convaincus de cette mission. Et Aïe, oui, c'est encore oui, pire. je pense, mais en fait, on est un petit peu dans une espèce d'aveuglement concernant les discours en ce moment qui laissent entendre que la Russie, après l'Ukraine, va attaquer les pays baltes. Il faut savoir que la Russie, d'abord, sur le plan démographique, comme l'explique très très bien euh, Emmanuel Todd dans son livre, c'est un pays qui est en baisse démographique drastique et qui pourrait se retrouver à 120 millions d'habitants dans environ 30 ou 40 ans. Donc, ce n'est pas un pays sur le plan euh, de sa démographie qui peut assurer des conquêtes. Et puis ensuite, par quel intérêt? Et ensuite, il y a l'incohérence dont tu parlais. C'est qu'on dit sans arrêt que les Russes perdent énormément de personnel et de matériel et qu'il n'y aurait plus que 400 chars. Donc, comment peut-on avoir ces rapports, qui de toute façon sont très discutables, mais qui sont considérés comme vrais, hein, et ensuite avoir le discours selon lequel la Russie pourrait envahir ensuite d'autres pays. Non, non, on est en fait sur un narratif qui est en train de projeter en fait l'Alliance, l'OTAN sur une forme de pseudo-guerre froide deuxième édition, mais pas face à un pacte de Varsovie, puisque dans les pays actuellement de l'OTAN, il y a énormément, quasiment de manière in extenso, oui, c'est ça, tous les pays de l'ex-pacte de Varsovie ont rejoint l'OTAN. Donc, ce n'est plus l'OTAN face au pacte de Varsovie, ça serait l'OTAN et sa puissance, hein, quand même. Et le nombre de moyens que cela représente face à un seul pays, la Russie, c'est incohérent. Hein. Donc, alors pour la petite histoire, je rappelle quand même que le pacte de Varsovie a été fondé en 1955 et que l'OTAN avait été créée en 1947. Donc, quoi qu'il en soit, on peut se demander chaque fois qui menace qui. C'est juste une réflexion, hein. C'est pour venir sur... Oui, non, mais moi la réponse, je l'ai. Marsheimer, là, Sachs, l'économiste, là. Enfin, il y a plein de gens qui l'ont. Et puis, avec Kinan, qui disait surtout pas d'extension à l'est de l'OTAN. C'est le meilleur moyen de se planter. Bon, c'est comme ça. Mais le problème, voilà, moi, ces incohérences sont-elles calculées ou relèvent-elles d'une incompétence? Euh, j'ai l'impression que ton hypothèse, c'est la deuxième. Hein, c'est-à-dire qu'ils croient à leur discours, ils croient à leur rodomontade, ils croient à ce qu'ils racontent, ce qui témoignerait, ça c'est une autre réalité, c'est de leur incompétence, leur très faible niveau. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, les pays occidentaux, les États-Unis c'est pas mal non plus. Oui, ça c'est assez inquiétant pour nous, quoi.
c'est assez inquiétant pour nous et sur la situation dans laquelle l'Europe se trouve. C'est ce que dit très bien, d'ailleurs, on en reparlera, c'est ce que dit très bien Emmanuel Todd. Oui, alors pour en revenir au positionnement donc du ministre de la Défense, maintenant il en arrive à considérer que les partis d'extrême, LFI et puis Rassemblement national, seraient des proxys de la Russie. Mais à quel moment ces deux partis, contrairement à ce qui se passe d'ailleurs au Parlement allemand, ont-ils voté contre des... D'ailleurs, lorsqu'il y a eu des votes, hein, puisque à ma connaissance, il n'y a pas eu de vote de toute façon, mais s'il y avait eu des votes, auraient-ils voté contre l'aide à l'Ukraine? Moi, je ne pense pas, puisque ces deux partis sont alignés de toute façon sur la position du gouvernement français. Donc, je parle vis-à-de la guerre en Ukraine, alors qu'on voit très bien qu'en Allemagne, dès que le chancelier Scholz met au vote l'aide à l'Ukraine, il y a de forte partie d'opposition, voire les deux tiers du Bundestag, qui votent contre cette aide, et on aura l'occasion d'en parler pour ce qui concerne les missiles Taurus qui sont demandés par les Ukrainiens. Alors, ça peut s'expliquer sur le plan allemand, puisque je pense que l'affaire des sabotages de Nord Stream, c'est pour eux un secret de polichinelle et euh, Extraordinaire. que toute cette affaire-là, c'est cousu de fil blanc et qu'il y a certainement il y a eu des fuites de la part des services de renseignement allemands, hein, ce qui expliquerait les réticences aussi bien du chancelier que d'une grosse partie du Parlement à voter certains crédits. Maintenant, pour en revenir à la France, oui, là, on est directement sur le deuxième narratif, c'est la chasse aux collabos parce que ça se passe mal, en fait. Hein, voilà, ou les pseudo-collabos. C'est la même réflexion, c'est le même style de réaction que l'on peut trouver également sur les réseaux sociaux à la recherche des pro-poutiniens ou même l'agression qu'a subie dans le monde Emmanuel Todd, hein, à propos de son dernier bouquin. Car Oui, Emmanuel oui. Todd fait preuve de courage. Oui, mais ça, c'était pareil pour Libération. C'est-à-dire que j'étais en train de regarder si Sébastien Lecornu était Young Leader, parce qu'il y en a la moitié qui l'ont été. Madame Oudéa Castéra, vous savez, la ministre du rugby à 7 et du tennis de table, hein, en même temps que de l'éducation, et qui est surprise quand elle voit des enfants dans les classes avec des baskets, qu'on ait le droit de porter des baskets pour un ministre de l'Éducation nationale, c'est bien. Non, non, je ne le vois pas. Qu'est-ce qu'il a fait s'il a été Young Leader? Formation. Ah oui, il a un master de droit public non terminé à l'université de Panthéon-Assas. Ça m'a empêché de l'avoir comme étudiant, tiens. Non, mais il était colonel de réserve en gendarmerie. D'ailleurs, ça avait été un sujet également entre la gendarmerie et le président de la République il y a à peu près 4 ou 5 ans de mémoire. Pour en revenir également à la France, donc cette fameuse histoire qui a été montée en épingle par les médias, mais également par les Russes, du bombardement sur Kharkov où des volontaires, des mercenaires français auraient été tués ou blessés. Donc honnêtement, sur le plan stratégique, ça n'a pas d'intérêt, hein, cette information qui est montée en épingle de part et d'autre. Par contre, la question qu'on pourrait se poser, à laquelle on n'aura pas la réponse, c'est vis-à-vis de l'utilisation très très rapide des matériels occidentaux sophistiqués, l'utilisation opérationnelle, mais également la maintenance opérationnelle, et notamment des moyens solaires, que ce soit les moyens de type Patriot, les moyens Mamba, qui sont vraiment des moyens très très sophistiqués, ou même les Crotales. On peut se poser la question de l'existence ou non de contracteurs, hein, qui seraient sur le territoire ukrainien et sous uniforme ukrainien pour participer justement à l'utilisation de ces moyens qui souvent, lorsqu'ils sont amenés sur le territoire, sont quasiment utilisés dans la semaine suivante. Donc ce qui paraît assez impossible vis-à-vis de ce type de moyens. Alors, La vraie question est là. je lis, la France n'a pas de mercenaires ni en Ukraine ni ailleurs, contrairement à d'autres. Ah oui, on dit ça, là, c'est la réponse du berger à la bergère, sauf que des mercenaires français, il y en a. Il y en a, on le sait, ils sont visibles, ils le revendiquent. Quand Titelman va, ou Amourski, qui sont les petits trolls de Twitter, vont là-bas, ils en rencontrent, ils relaient leurs propos, ils les photographient, ils les filment. Ouais. Qu'est-ce que c'est que Mais, communiquer? ouais. Il vaut mieux se taire que de dire des bêtises. Oui, Hein. mais quel est le point Et c'est pas pour autant. ouais. Les Russes
ont lancé cette opération, ils ont convoqué l'ambassadeur, ils prétendent, ça circule pas mal, moi je n'ajoute aucun crédit à ça, je n'en sais rien, qu'il y a des militaires français qui ont été tués à l'occasion d'une frappe. Hein, tout ça, c'est effectivement de la guerre de communication, ça fait partie du Exactement. conflit, mais il faudrait un peu de tenue du côté français. Les Russes, c'est pas mes affaires. Oui, en tous les cas, le nombre de volontaires, de mercenaires français sur le territoire, il est évalué entre 200 et 300. Donc quel impact sur des Bien sûr. combats qui engagent des centaines de milliers d'hommes. Alors maintenant, pour en revenir à la Grande-Bretagne, bon, la Grande-Bretagne, elle est directement euh, dans cette mouvance du 51e État des États-Unis et dans cet appui à son ex-colonie qui s'est émancipée depuis bien longtemps maintenant et donc réorienté l'effort atlantiste, notamment vers la Chine. Le chien d'attaque des États-Unis. Oui, Cela le étant, pitbull. quand ils ont besoin d'un amiral pour commander la flotte des sous-marins, ils passent une annonce sur LinkedIn. Oui, mais ça, je C'est pense pas que la grande forme. ce sont des combats internes au sein de l'establishment britannique Oui, entre les oui, militaires, manifestement. parce que l'armée britannique souffre énormément depuis une dizaine d'années, et ça s'est aggravé. Et lorsque l'on voit que le Premier ministre Richard Sunak, c'est ça, oui, Rishi Sunak. Rishi Sunak va en Ukraine pour signer un accord de sécurité mutuelle. euh, Selon lequel la Grande-Bretagne aidera l'Ukraine si elle est attaquée. Bon, en ce moment, elle est attaquée, la Grande-Bretagne l'aide, mais au cas où la Grande-Bretagne serait attaquée et que l'Ukraine aille aider euh, la Grande-Bretagne, bon là, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il va donner 2000 milliards ou 2 milliards, pardon, 2 milliards d'aide à l'Ukraine, sachant que l'armée britannique est dans un état de déliquescence complète aussi bien sur le plan des matériels que sur le plan de la maintenance de ces matériels, donc l'achat de ces matériels, la maintenance des matériels, mais surtout les ressources humaines. Alors pour en revenir donc au sujet que j'avais évoqué, c'est celui des fameux missiles Taurus dont les Ukrainiens parlent depuis quasiment un an. Et donc là, le dernier vote au Parlement allemand a été un vote négatif. Hein. Deux tiers, je dis bien les deux tiers, ont voté contre. Donc très, très sincèrement, depuis le début, je suis très circonspect par rapport aux annonces allemandes et l'aide réellement que les Allemands apportent aux Ukrainiens parce qu'ils ont tous cette arrière-pensée et cette frustration du sabotage des gazoducs de Nord Stream. Alors maintenant, là, une question qui commence à poindre et une interrogation qui évidemment a été soulevée très très rapidement, notamment par Interpol dès le départ de ce conflit en Ukraine, avec le nombre d'armes portatives qui étaient livrées à l'Ukraine, c'est bien sûr la contrebande de ces armes et le risque de retrouver certaines de ces armes entre des mains pas forcément bien intentionnées vis-à-vis des Occidentaux, et notamment les missiles anti-chars et surtout les Stinger, qui sont des missiles solaires qui pourraient être extrêmement dangereux pour les avions commerciaux occidentaux dans les mains de terroristes, notamment de terroristes islamistes. Alors, sur la bande de Gaza, il y a eu énormément de rumeurs selon lesquelles on avait retrouvé des armes d'origine ukrainienne, d'autres d'origine russe, hein, suivant les propagandes qui se sont attelées au sujet. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'éléments avérés sur ces origines. Mais en tous les cas, la contrebande existe, elle existait avant le conflit, et elle suit les mêmes canaux d'ailleurs que ceux que prennent les jeunes Ukrainiens qui veulent échapper à la mobilisation. Maintenant, on va parler du sujet de ces deux avions qui ont été touchés, dont un qui aurait été abattu, c'est l'avion radar A-50, et un autre qui serait posé endommagé. Donc, l'avion de commandement Il-22M s'est bien posé de manière euh, en catastrophe sur un aéroport russe. Et bien sûr, il semblerait que l'avion radar A-50, lui, aurait totalement disparu, donc aurait été détruit. Donc une perte matérielle importante, mais également une perte humaine qui est encore plus importante, puisque l'équipage de ce radar sont des spécialistes de haute volée, puisque c'est l'équivalent d'un AWACS. Donc globalement, les Russes ont une dizaine d'avions de surveillance en vol de ce type A-50. Ce sont des avions qui participent à la détection notamment des appareils ukrainiens ou des missiles de croisière qui volent à très très basse altitude, comme les Storm Shadow ou les vecteurs qui vont les lancer, les Sukhoi 24.
Les Russes ont des problèmes déjà de maintenance et de maintien de la veille aérienne avec ces avions. Donc, c'est une perte quand même qui est gênante pour les Russes. Est-ce que c'est irrémédiable pour eux? En tout cas, ça va les gêner, notamment dans leur dispositif de protection de la Crimée et de la flotte de la mer Noire. Et ça s'inscrit également, si il s'avère que ce sont bien les Ukrainiens sont à l'origine de ces pertes, que ça s'inscrit bien sûr dans cette stratégie des Ukrainiens qui vise à faire une pression sur la presqu'île de Crimée et sur la flotte de la mer Noire russe. Alors, maintenant, il y a plusieurs hypothèses. Alors, encore une fois, j'ai regardé la vidéo de ATE Chouette, là, qui est l'ex-pilote de Raphaël M, qui a sa chaîne YouTube et que je conseille d'ailleurs à tous nos auditeurs de suivre. Il a fait une analyse qui est assez intéressante puisque lui, il ne tranche pas entre le tir fratricide, hein, donc une erreur de la défense solaire russe, et un tir ukrainien. Dernièrement, j'ai regardé la vidéo de Xavier Moreau, sa dernière vidéo, qui est d'ailleurs assez intéressante, hein, à regarder dans son intégralité, avec toujours ce côté militant disruptif, mais il y a également des faits à retenir. Et lui, il pencherait plutôt vers un tir fratricide parce qu'il ne voit pas comment des missiles patriotes auraient pu se déplacer aussi près et puis se mettre en danger de cette manière-là. Donc, on n'a pas la réponse. Les Russes ont forcément la réponse, mais on ne la connaîtra pas parce que si c'est un tir fratricide, bien sûr, ils ne vont pas s'inventer. Et si c'est une embuscade aérienne réussie par les Ukrainiens, ils ne vont pas non plus mettre à l'honneur leurs adversaires. Donc voilà l'option qui a été défendue par Air et Cosmos, c'est donc le magazine dans lequel Xavier Titelman est le rédacteur en chef de l'édition numérique. Bon, c'est un journal sérieux, hein, Air et Cosmos. Donc sur le plan technique, eux, ils seraient plutôt vers une embuscade conduite par les Ukrainiens avec des systèmes patriotes qui auraient été positionnés au plus près de la ligne de front. À voir. En tout cas, ça a permis à LCI, encore une fois, de retrouver un petit peu de couleur après toutes les mauvaises nouvelles qui s'étaient annoncées sur le front ukrainien pour les forces ukrainiennes. Concernant les pertes ukrainiennes, eh bien, de plus en plus, il y a des informations qui sortent bien sûr dans la presse ukrainienne ou par des hommes politiques ou des responsables ukrainiens. Et donc, dernièrement, l'ancien procureur d'Ukraine a annoncé qu'il y avait entre 500 et 600 000 tués ou grièvement blessés. Grièvement blessés, ça veut dire que ce sont des hommes et des femmes, à portion congrue, mais surtout des hommes qui ne pourront pas retourner sur le front. Pour ce qui concerne les centres de gravité des belligérants, eh bien, ils n'ont pas changé, sachant que celui des effectifs mobilisés et mobilisables est extrêmement sous pression pour les Ukrainiens. Concernant les différents rapports et différences de rap fort, de rap feu, de rap élect, c'est-à-dire la guerre électronique, de rapports des forces maritimes et de rapports des forces aériennes, la situation est quand même très difficile côté ukrainien, notamment pour ce qui concerne le rapport des forces, donc essentiellement les effectifs, les moyens et les matériels. Le rap-feu pourrait devenir au noir également en raison de cette faiblesse en munitions et la difficulté également de maintenir nombre des pièces d'artillerie d'origine occidentale. Et concernant le rapport des forces en air, des forces aériennes, pardon, le fait d'avoir que les Russes pardon, aient perdu un avion de veille aérienne, ça permet d'une certaine manière de rétablir un petit peu ce rapport des forces aériennes, je dirais pas en faveur des Ukrainiens, mais ça amenuise quand même les capacités de détection des vecteurs à basse altitude des Russes, dans la mesure où ils avaient déjà un problème de surveillance 24/7 avec ces moyens-là. Je parle des avions K-50. Alors, de plus en plus sortent des vidéos et des articles venant de la presse occidentale, notamment états-unienne, mais également française, mais surtout ukrainienne, concernant le moral des combattants ukrainiens sur le front. Donc un moral qui est en forte baisse. Maintenant, si nous nous intéressons au front terrestre en remontant de l'embouchure du Dniepr jusqu'au nord du front, donc dans la région de Kupiansk, eh bien, le massacre sur Krinky continue avec une avancée des forces russes. Ça devient vraiment, on va dire, complètement absurde
hein, cette opération. Et je pense que même les forces russes ont commencé à avancer de manière à conduire une opération de communication après avoir reconquis cette enclave, je n'ose pas dire euh, une tête de pont, cette enclave boueuse qui avait été occupée et qui est toujours un petit peu occupée par les forces ukrainiennes, mener une opération de communication et opération de guerre psychologique à l'attention du reste des forces ukrainiennes en montrant comment ces soldats courageux ont été euh, engagés de manière complètement absurde pendant plus de 3 mois. Parce qu'on est maintenant à plus de 3 mois de cette opération. Sur Energodar, toujours le point d'interrogation, plus personne n'en parle. Il n'y a même plus de frappe aérienne, enfin de frappe d'artillerie sur la centrale, alors qu'elle s'était plus ou moins réveillée il y a quelque temps. Mais je reste toujours en alerte dessus parce que un adversaire acculé pourrait être conduit à mener des opérations euh, non souhaitables, même par un de ses alliés puissants comme les États-Unis. Parce que les États-Unis ont, à mon avis, mis en garde les Ukrainiens sur leur velléité de prendre cette centrale pour éviter qu'il y ait un incident de type nucléaire dans la zone. Pour en revenir maintenant à la situation sur Adivka, eh bien, aux dernières nouvelles, alors je n'ai pas parlé de tactique, mais il semblerait que les forces russes auraient énormément progressé au sud de l'enclave, et notamment auraient commencé à progresser dans la zone où se trouvent des grands immeubles qui ont à peu près 9 étages. Et il faut se rappeler que lors de la bataille de Bakhmout, ça a été un point essentiel de la bataille, la maîtrise de ces immeubles hauts, hein, qui ont permis d'ailleurs à Wagner de commencer à réaliser cette bascule vers la conquête totale de la ville de Bakhmout. On est peut-être à un moment là où il pourrait y avoir cette bascule du rapport de force sur la ville d'Aditka. Donc voilà les fameux immeubles et la fameuse progression des forces russes qui méritent bien sûr d'être confirmées. Concernant la zone qui est plus au nord, vers Artemovsk, anciennement Bakhmout, eh bien les forces russes poussent à l'ouest, c'est très clair, notamment en direction de Chassovyar, et vous voyez très bien le canal Seversky-Donetsk qui va constituer la ligne de défense contre laquelle vont buter les forces russes avant d'atteindre Chassovyar. Donc ça, c'est la ville, le village de Soledar qui correspond en fait à cette progression que l'on retrouve au nord de Bakhmout, qui a été pris dernièrement par les forces russes. Donc globalement, une poussée des forces russes vers l'ouest, hein, et notamment en direction de Seversk et de Krasny Liman. Au nord, toujours cette bataille sur le village ou la petite ville de Sikinka qui se trouve au nord-est de Kupiansk. Donc des combats qui sont très très durs et d'après les soldats ukrainiens qui seraient comparables à ce qui s'est passé sur Bakhmut. Alors c'est une ville qui a été prise, reprise. On est vraiment sur un point d'achoppement et d'affrontement sérieux des belligérants. Alors pour revenir aux objectifs russes, in fine, après la présidentielle du 17 mars, très probablement c'est tenté une offensive de type opératif à la faveur de l'épuisement des forces ukrainiennes, reconquérir les oblasts qui ont été annexés, pousser peut-être jusqu'à Nikolaïev, voire au-delà, sur Odessa s'ils en ont les capacités et que l'état de délitement des forces ukrainiennes le permet. Voilà, j'en ai terminé. Est-ce que tu as des remarques à faire? Non, 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 pas de Alors, remarque donc particulière. maintenant, on va arriver sur la partie ludique de l'exposé. C'est bon. Alors, il y a eu un grand moment d'émoi également sur LCI. Alors, LCI, cette semaine, ils ont eu trois grands moments d'émoi. Il y a eu le premier moment d'émoi, ça a été les avions de commandement et de veille aérienne russes qui ont été pour un abattus et l'autre gravement endommagés. Ensuite, il y a eu cette vidéo qui est devenue virale du combat entre le T-90 et deux Bradley ukrainiens sur Advitka. On en est quand même à un niveau de commentaire des opérations qui est du niveau du combat entre trois chars. On est vraiment dans la stratégie là. Et ensuite, sur le plan en mal de trouver des protestations, ils ont trouvé enfin une bataille de boules de neige dans une république, dans un, pardon,
une région reculée de la Russie, en fait, qui s'avère être surtout due aux velléités nationalistes d'un courant qui s'est implanté dans la République, hein. Donc voilà, donc ça a été le sujet de commentaires pour voir si jamais l'opinion publique russe allait se retourner contre le gouvernement actuel, ce qui paraît de toute façon assez peu probable. Alors, le commentaire là, du colonel Goyafi, euh, je continue à me poser la question de savoir s'il sait qu'il ment, qu'il raconte n'importe quoi, ou bien s'il croit ce qu'il raconte. Tout le monde sait que les Russes ont un nombre important de volontaires qu'ils ont formés. Il y a eu le rappel des réservistes, et puis ensuite, il y a eu le volontariat. Et donc, monter en épingle comme ça une petite manifestation qui effectivement dégénère avec une bataille de boules de neige, et ça, c'est sûr que classiquement, les Russes, traditionnellement, ils n'aiment pas. Bon, très bien, répression de police qui n'a pas été de la même violence que celle contre les Gilets jaunes. Et immédiatement, on vient dire, ben voilà, les gens se révoltent parce que contre la réalité de ce que je viens de dire concernant le rappel des réservistes et volontaires, parce que en fait, ils mobilisent les pauvres des régions périphériques, les abrutis, les moujiks, etc. Ça suinte le racisme également. Je demande comment on peut finalement assumer des positions aussi éloignées de la réalité et frapper au coin d'une propagande vulgaire. Moi, ça me surprend. Ça me surprend toujours. Hein, ben, la grande manifestation qu'il y a eu autour des bassines, là, vous vous rappelez, en France, hein, finalement, c'est parce que la France va s'effondrer la semaine prochaine. Enfin, bon, c'est comme ça. C'est ce à quoi on est confronté depuis maintenant 2 ans. Et puis, il faut ramener ça aussi à la taille de la Russie, en fait, hein, avec ses 7 fuseaux horaires, les 150 millions d'habitants, toutes ces nationalités, toutes ces diversités, toutes ces régions. Bon, là, ça relève du gouverneur de région, hein. Donc, toujours dans les réseaux sociaux, il y a toujours des gens qui ont de l'information, notamment ce compte-là, Philippe Raphaël, qui a rappelé que c'était une histoire montée en épingle et qu'on était face à des volontés indépendantistes. Dans le groupuscule, en fait, hein, et c'était ça à l'origine. Ça n'avait rien à voir avec la mobilisation. Alors maintenant, également, sur le blog de Karine Veche-Golovko, qui est une juriste qui, de mémoire franco-russe, hein, ben, elle est française au départ, mais elle doit être mariée, elle est mariée avec un Russe et qui est, qui est professeur à l'université de Moscou. Donc je la suis de temps en temps parce qu'elle a toujours des avis qui sont assez intéressants et puis elle connaît bien le système russe, elle le voit de l'intérieur. Et elle a fait un petit billet d'humeur sur la nomination de Gabriel Attal et de Stéphane Séjourné, qui est assez intéressant, on peut le lire, hein. Il y a un petit peu de gouaille derrière. Maintenant, pour en revenir également aux comptes qui peuvent être intéressants à suivre, donc c'est le compte de Pascal Clairotte, hein, qui a une feuille d'information sur laquelle il faut s'abonner de manière payante, hein, mais qui est assez intéressant puisque c'est quelqu'un, même s'il est très militant et très engagé, qui véhicule beaucoup d'informations, mais également qui a énormément de gouaille et de verve dans son écriture. Donc, en tout cas, il a fait un post qui est assez marrant. J'ai lu l'article, hein, puisque moi, il m'a très gentiment, il m'a abonné gratuitement son blog, hein, enfin, sa chaîne d'information numérique, hein, l'éclaireur des Alpes. Et on récapitule depuis le Bédu. C'est très méchant. Ça me fait penser à cet amuseur qui est mort maintenant et qui était un bafouilleur de génie, vraiment. Mais alors, son nom m'échappe, zut, ça m'énerve parce que ça vaut le coup d'aller regarder comment il lit une. Oui, cet humoriste des années 70. Oui, Absolument. oui, voilà, ça ne nous rajeunit pas, hein. Et non, ça ne nous rajeunit pas et faut l'entendre déclamer une fable de La Fontaine. Non, mais c'est à hurler de rire. Non, là, la nomination de ce ministre des Affaires étrangères, qui est, enfin, je veux dire, on a l'homosexualité, mais revendiquée. Bon, qu'il soit homosexuel, je m'en fous, mais d'une force. En revanche,
c'est présenté comme quelque chose d'important, et ce serait l'ex du Premier ministre. Il n'a aucune expérience, aucune compétence dans le domaine diplomatique, et on envoie ce gars-là se frotter à Lavrov et à d'autres, bien évidemment. Mm. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Et le type, il a des difficultés d'expression manifestement, et naturellement, on présente sa dyslexie, si c'est le cas, je ne sais pas, comme Mm. effectivement, non pas une excuse, Mm. mais je veux dire la preuve que on donne sa chance à tout le monde. Non, Non, je non, mais suis désolé. ça, c'est de la com, c'est une opération de com post visite catastrophique de Stéphane Séjourné à Kiev. La seule question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce que Séjourné va être ajourné? Hein. Ça, c'est méchant. Hein, il en profite pour faire des calembours, notre ami Hervé. Ah là là, mon Dieu, quelle déchéance. Quelle dégradation plutôt. Hein. Non, non, mais ça, c'est caractéristique, c'est du simulacre. Ça n'est pas un gouvernement. Ça n'est pas un ministre des Affaires étrangères. Ça n'est pas vrai. On a eu Villepin, on a eu Védrine. C'était, alors, je parle même pas des antérieurs, de Claude Chesson, par exemple, hein, ou de Maurice Couve de Murville, mais ça, c'était du temps du père de Gaulle. Hein, non, 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 c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. On peut pas être crédible à l'international. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'en Afrique, où on a eu quelques soucis, n'est-ce pas, mon cher Hervé, on a perdu 3 pays d'Afrique centrale comme ça en quelques mois, et la responsabilité d'Emmanuel Macron est très, très engagée. Et il nous restait le Sénégal. Il faut voir la réaction des Sénégalais à la présentation de ces journées avec cette revendication de son orientation sexuelle. Ils n'ont pas vraiment aimé. C'est un pays musulman animiste. Hein. Quand Senghor était président de la République, il était catholique. Ils étaient très peu nombreux, hein, les cathos au Sénégal, même si c'est un pays qui fonctionne depuis assez longtemps de façon relativement démocratique. Enfin, voilà, ça c'est la France d'aujourd'hui. Bon, on va récapituler depuis le Bédu hein, maintenant. Un autre conte qui est intéressant, c'est celui de David Turtry euh, qui a édité un livre qui est très intéressant, c'est La Russie, le retour de la puissance, et j'aurai l'occasion d'en parler. Il intervient sur une chaîne, j'en parlerai à la fin de la vidéo, avec Jacques Beau et puis un autre spécialiste du monde slave. L'interview est très très intéressante, elle est longue, enfin c'est une table ronde en fait, qui est très intéressante et passionnante à écouter. Et puis, bien sûr, il a noté le fait que au Bundestag, contrairement en France, il y a une opposition à la guerre en Ukraine et elle vote contre. C'est pour ça que le ministre de la Défense, quand il met à l'index LFI et le Rassemblement national, mais non, LFI et le Rassemblement national ne sont jamais opposés aux positions du gouvernement sur la guerre en Ukraine. Donc, ce n'est uniquement une œuvre de base politique en prévision des élections européennes. Ça ne repose sur rien. Alors, première vidéo de l'excellente Caroline Galacteros. Donc, c'est sa première vidéo. Moi, je lui conseillerais quand même d'acheter un micro quand même pour que le son soit un peu plus haut. Un petit peu les problèmes qu'on a eu nous au départ, tu sais, Oui, avant oui. que l'on règle nos problèmes de micro. Parfois, c'était trop fort, parfois, c'était trop faible. Maintenant, j'ai trouvé la position idoine pour placer le micro. Mais voilà, donc toujours intéressant, hein, Caroline Galacteros, une personne qui a beaucoup souffert de son positionnement par rapport à la guerre actuelle, mais qui a le courage de continuer à porter un message qu'elle considère comme réaliste, hein, un peu, et puis à argumenter, quoi qu'on en dise. Donc, c'est une chaîne qui mérite d'être soutenue, et puis je vous conseille de voir sa vidéo. Bien sûr, l'excellent Emmanuel Todd. J'ai toujours aimé lire les livres. J'ai pas lu tous les livres d'Emmanuel Todd, mais j'en ai lu deux ou trois de mémoire. Il faudra que je lise le dernier. Et toujours, c'est toujours très très argumenté. Ses travaux sont vraiment des travaux universitaires, et c'est d'ailleurs pour cela que ça dérange. Après, il fait bien sûr des hypothèses, hein, des scénarios, et notamment celui de 76 sur la disparition de l'Union soviétique s'est révélé exact. C'est pour ça que maintenant, dès qu'il annonce quelque chose, tous les pros qui vont à l'encontre, bien sûr, de sa théorie, lui tombent sur le dos en lui cherchant de nombreuses. En l'accusant de nombreux travers et celui surtout d'être en ce moment poutinolâtre. Ce dont je doute, puisque c'est plutôt quelqu'un qui est proche de l'Angleterre hein, par sa famille, qui est plutôt un admirateur même des États-Unis hein, sur le plan du fonctionnement de la démocratie américaine. Donc, sinon, il a une analyse
universitaires et puis argumentées de chercheurs. Alors voilà, c'est la vidéo dont je vous parlais, hein, c'est la chaîne d'Aude Lancelin, hein, une journaliste qui prend des risques et qui a une excellente chaîne alternative et dans laquelle intervient Jacques Beau, Mirkovic, voilà, c'est Mirkovic, j'avais oublié son nom, Nicolas Mirkovic, et David Tortry, hein, vraiment une vidéo qui est passionnante, hein, et qui parle de la problématique de la guerre en Ukraine, de toutes les questions géopolitiques qu'elle pose, aussi bien en Europe, mais vis-à-vis de la stabilité internationale, hein, du rôle des différents acteurs dans ce conflit. Alors, je voudrais dire un petit mot sur Todd. Euh, L'intérêt, le livre, je suis en train de le lire, je connais un peu Todd. C'est Ouais. quelqu'un qui est très proche de mon fils. Enfin, c'est mon fils qui est très proche de Todd, plutôt, c'est dans ce sens-là que ça marche. Ce qui est intéressant dans ce que dit Todd, c'est qu'il fait un diagnostic qui est voisin de celui qu'on fait. Il le documente avec ses outils de recherche et surtout, il dit que la défaite de l'Occident sera moins la victoire de la Russie, ne sera même pas la victoire de la Russie, mais le suicide de l'Occident. C'est-à-dire que l'Occident se défait lui-même. Donc ça, c'est effectivement très intéressant. La deuxième observation que je voudrais faire, c'est que quand c'est lui qui le dit, c'est exactement ce que tu relevais, quand c'est lui qui le dit, il a une certaine autorité, il a un fort capital universitaire, éditorial. Moi, je les ai à peu près tous lus, les bouquins. Et donc, il est difficile à réfuter. Et il a cette autorité-là pour donner ce diagnostic, avec, tu l'as dit, le préalable de la chute de l'Union soviétique, c'est en 1976 qu'il l'a annoncé. Et donc, le moyen que le mainstream a de le contrer, c'est de le traiter de poutinolâtre et de poutinophile. Libération et Le Monde je répartis le travail pour se déshonorer, parce que les deux Mhm. articles que j'ai lus sont ridicules. Mais ridicule. On peut ne pas être d'accord, on peut le réfuter, moi je veux bien, allons-y. Hein. Mais se contenter, parce qu'on n'arrive pas à le réfuter, parce qu'on n'arrive pas à nier la réalité qu'il décrit, on dit ah ben, il relaie la propagande de Poutine. C'est ce à quoi on est Comme nous, confronté hein. depuis le début. Comme nous, hein, d'ailleurs. Nous aussi. Oui, oui, bien sûr. Non, mais Bah, d'ailleurs, au c'est tout le fait, problème de ce combat. Hein. tu as touché ton chèque, là? Mais non, mais moi je te l'ai déjà dit, Hervé, ça fait depuis le 1990 que je présente une facture au KGB et que le C'est KGB ne vrai. me paye pas. Alors J'avais oublié. on me dit, mais parce que j'étais agent du KGB auparavant, c'est ce qu'on me reprochait. J'avais même eu accès à une fiche des renseignements généraux qui était assez amusante. Hein, et puis bon, un jour je raconterai peut-être tout ça. Mais eh bien, j'étais agent non appointé puisque hein, je n'ai jamais perçu un centime, je n'ai jamais eu un rouble sur mon compte bancaire, ni dans ma poche. Je le déplore, mais c'est comme ça. Et ce que je voudrais dire à ce sujet, au sujet du travail de Todd, c'est que c'est ce qu'on essaye de faire, c'est à partir de l'analyse du réel, ce combat qu'on mène, et Hervé, on a progressé par rapport au début. Hein, ils sont quand même un peu sur la défensive, c'est le moins qu'on puisse dire. Et LCI continue à se ridiculiser tous les jours, mais ils sont déconsidérés quand même assez largement. Bien, donc ça valait la peine de mener ce combat. Mais il est essentiel en ce que c'est pas que l'on souhaite la victoire de Poutine, que l'on souhaite la victoire de la Russie, présentée comme ça de façon sommaire, mais c'est parce qu'on pense que la stratégie de notre pays n'est pas la bonne. Et c'est la position de Caroline Galacteros. Elle dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On fait les mauvais choix, on part dans la mauvaise direction. Et c'est vrai que ça, c'est une critique qu'on fait. Et les gouvernements peuvent avoir cette orientation parce que justement, ça repose sur une propagande et sur des mensonges qui sont déversés absolument tous les jours et auxquels on essaye de résister. Mon souci, c'est un souci concernant mon pays. Je déplore la situation dans laquelle il s'est mis face à ce conflit mondial. Très bien. Ben, écoute, on a tout dit là. Oui, J'ai j'ai- jusqu'à la prochaine fois, parce qu'il y aura peut-être j'ai des plus choses à que dire. dire Amen après ce que tu viens de dire.
Oh, c'est gentil. À chaque fois, il nous fait le coup. Il est désagréable, ce Hervé Carès. Bon, écoutez, merci de votre attention, hein, donc à très bientôt. On continue ce travail, mais sur les bouquins dont on vient de parler, Tortry, dont Todd fait état d'ailleurs Hmm. dans toute la première partie de son bouquin, Beau. Todd, on y reviendra parce que ce sont des ouvrages, alors des ouvrages d'actualité, incontestablement, mais qui sont assez importants et sur lesquels repose notre analyse, finalement, il s'inscrit en résonance avec eux, donc il faudra qu'on en reparle. Voilà, bah écoutez, Bon, à très voilà. bientôt à tous. Au revoir.